Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à une famille, et pas n'importe laquelle, les Samson, dont la profession se transmet de père en fils pendant près de 2 siècles, celle de bourreau. En marge des grands procès de l'Ancien Régime, 7 générations successives ont régné sur l'échafaud. Vous voulez en savoir plus sur les Samson? Venez avec moi. Le métier de bourreau tel qu'on pourrait l'envisager aujourd'hui est le résultat de siècles d'évolution. À l'origine, la fonction d'exécution de la peine capitale n'était pas assurée par une seule personne, mais généralement un fait collectif bien souvent régi par la loi du talion. Jusqu'au Moyen-Âge, et encore pendant un certain temps après, c'est la justice privée qui domine largement. Ce système de vendetta exclut la nécessité d'un exécuteur. La figure du bourreau, telle qu'elle émerge à la fin du Moyen-Âge, n'est donc pas encore apparue. Il est difficile de dater dans le temps l'émergence du bourreau. Dans les textes des auteurs grecs et latins, on ne trouve la trace d'aucun personnage apparenté à une telle fonction. L'application de la peine de mort était alors diverse. Dans la tradition hébraïque, la mise à mort se faisait de manière collective, demandant une participation active aux membres de la communauté, notamment au travers de la pratique de la lapidation. Dans le monde romain, les licteurs étaient chargés d'appliquer les sentences des condamnations publiques, sauf cas de livraison du condamné au jeu du cirque. Concernant les crimes domestiques, les membres de la famille pouvaient eux-mêmes mettre en œuvre un processus de vengeance privée. En Grèce, la lapidation est également courante. Les citoyens peuvent aussi exécuter les coupables de crimes privés eux-mêmes. Ce droit sera peu à peu cédé aux magistrats qui délègueront les tâches à des esclaves. C'est avec l'apparition d'une réglementation étatique de la peine de mort que des exécuteurs furent désignés de manière attitrée, d'autant que les exécutions nécessitaient une certaine forme de technicité acquise principalement par expérience. Initialement, les bourreaux étaient occasionnels et exerçaient un autre métier. Avec le temps, l'exécuteur public est devenu un officier de justice, détenteur d'une charge qu'il achetait et conservera un statut officiel jusqu'à la Révolution française. Sous l'Ancien Régime, le couperet de la justice a un visage, celui du bourreau, qui, contrairement à la représentation populaire, ne porte pas de cagoule. Quand il ne soumet pas à la question les condamnés récalcitrants, ce dernier décapite, pend, roue, écartèle ou jette au bûcher. C'est une figure de premier plan, le bras armé de la haute justice, et si des centaines de badauds s'attroupent autour de l'échafaud pour assister aux exécutions, le bourreau ne jouit pas pour autant d'une grande popularité parmi ses contemporains, comme le rappelle un vieux proverbe. La mort n'a pas d'amis. Les exécuteurs sont des individus que l'on préfère éviter. Le sang qu'ils font verser a tôt fait de souiller leur nom et leur réputation. Marginalisés, ils logent aux portes de la ville, souvent dans des massures humides au pied des fossés, partageant leur quartier avec les prostituées et les lépreux. Tout contact avec eux est synonyme de mauvaise fortune. Un jour d'exécution, le boulanger réserve une baguette pour le bourreau en la retournant. Cette tradition a muté aujourd'hui en superstition malheureuse. Les premiers bourreaux professionnels sont apparus en Europe occidentale durant le XIIIe siècle. Cette émergence relativement lente se fait en parallèle des importants changements concernant la justice et la formation de l'État. À la fin de la période médiévale, les systèmes de vengeance privée se trouvent substitués par le nouveau système pénal et l'émergence d'une justice criminelle, conséquent à la mise en place de la féodalité et les débuts de la centralisation du pouvoir. En outre, le développement d'une justice criminelle fut encouragé par les mouvements d'urbanisation, notamment dans les Flandres et aux Pays-Bas. Un des points centraux de cette nouvelle justice était le passage de la procédure accusatoire à la procédure inquisitoire. La montée en puissance de la justice d'État s'accompagne également d'un mouvement de monopolisation de la violence légitime par les autorités. En même temps que l'État devient détenteur de la justice, il se doit également d'être celui qui punit. La professionnalisation du métier de bourreau, qui relève donc à la fois d'un mouvement historique et d'une nécessité, et une manifestation de la centralisation du pouvoir à l'époque médiévale, et d'une volonté de pacifier la société en éliminant la justice privée et les systèmes de vendetta. L'exécuteur public devient donc un agent judiciaire du processus de civilisation en Europe occidentale.
Mais alors pourquoi choisir une profession aussi infâme? À vrai dire, ce n'est pas par vocation que Charles Sanson épouse ce curieux métier, mais par ses noces avec Marguerite Joine, la fille du bourreau de Dieppe. En servant son beau-père sur l'échafaud, passant habilement la corde au cou, le Normand découvre les ficelles du métier. À ses risques et périls, ainsi qu'en témoigne ce fait divers de 1675. L'exécuteur des Hautes-Oeuvres, ayant forcé son gendre, nouvellement marié, à porter un coup de barre au patient, le dit gendre tombe en pamoison et fut couvert de huées par la foule. Drôle de cadeau de mariage. 10 ans plus tard, ses valises remplies d'ustensiles pointus, Charles Sanson se rend à la capitale pour chercher un travail. Il est à nouveau employé en tant qu'aide-bourreau jusqu'à ce que son supérieur tombe sous le coup de la justice. Ce dernier s'avérait être un proxénète de sinistre réputation. Charles Sanson réalise sa première exécution en 1688. La fonction de bourreau gagne peu d'argent. Difficile pour Charles Sanson de subvenir aux besoins de sa famille. Il décide de vendre des cadavres à la faculté de médecine de Paris, friande de dissection. Les premières opérations de dissection sont parfois facilitées par la prise du trafic de cadavres, pendus qui disparaissent, tombes profanées, morgues dévalisées. Sanson, en revanche, avait l'autorisation officielle de revendre certains de ses patients. Charles Sanson, deuxième du nom, accompagne son père sur l'échafaud dès l'âge de 15 ans en 1696. Le 19 juin 1699, à 18 ans, toujours aspirant, il procède à sa première décapitation sur la personne d'Angélique Nicole Carlier, coupable d'avoir tenté d'assassiner son mari plusieurs fois. Charles Sanson n'accède à la fonction qu'à sa majorité en 1701. Il obtient ses lettres de provision de bourreau officiel de Paris en 1707, après le décès de son père. Charles Sanson épouse la sœur du bourreau de Melun. Rejetés par la plupart de ses concitoyens, les exécuteurs se marient souvent entre eux, ce qui a entretenu nombre de dynasties de bourreaux. En 1721, Charles II Sanson connaît son heure de gloire en rouant vif Louis-Dominique Cartouche, le célèbre voleur qui avait longtemps échappé à la capture. Mais il meurt prématurément 7 ans plus tard, laissant derrière lui Charles Jean-Baptiste, son fils de 7 ans, à qui l'on promet l'office paternel dès qu'il aura atteint sa majorité. Décédé à Paris en 1726, Charles II Sanson est inhumé en grande pompe dans l'église Saint-Laurent de Paris, où il rejoint les dépouilles de ses parents. Sa veuve se remarie avec celui qui devient ainsi en 1727 le régent de son fils, c'est-à-dire le titulaire par intérim de la charge de bourreau, en attendant que ce dernier ait 20 ans. François Prudhomme est un bourreau spécialiste de la torture, dont la fonction le désigne comme questionnaire juré. Il a son moment de gloire en réussissant en 1737 une décapitation. En 1739, Charles Jean-Baptiste marche sur les traces de son père et de son grand-père. Sa carrière est toutefois entachée d'une faute professionnelle mémorable. En 1751, lors d'une pendaison donnée à Paris, la corde se rompt 2 fois successivement. Vexé, Jean-Baptiste étrangle le condamné de ses propres mains avant de pendre la victime. Il sera écroué pour sa peine. Gravement handicapé par une attaque, il passe le relais à son fils aîné Charles-Henri en 1778. Ses 6 autres fils exerceront le même métier à Blois, Versailles, Montpellier, Provins, Reims et Dijon. Fils de Charles Jean-Baptiste et de Madeleine Trausson, Charles-Henri Sanson naît le 15 février 1739. Il épouse à Paris en 1766 Marie-Anne Jugier, laquelle lui donne 2 fils. Henri, né en 1767 à Paris, qui succédera à son père en 1795, et Gabriel, né en 1769, aide-bourreau à partir de 1790, qui mourra accidentellement. En 1766, il rate la décapitation de Lally Tollendal du premier coup, son père se devant d'assister à chaque exécution en tant que chef bourreau, finit de trancher le cou de Lally d'un coup supplémentaire. Charles-Henri pratique nombre d'exécutions, dont celle de Robert François d'Amiens, l'agresseur du roi Louis XV, écartelé en 1757, du chevalier de la Barre, jeune homme de 19 ans, accusé de blasphème, qui eut le cou tranché et dont les restes furent brûlés le 1er juillet 1766, ainsi que de l'empoisonneur faux dévot Antoine François Desrues en 1777.
À la suite de la démission de son père, Charles-Henri devient officiellement le bourreau de la ville, prévôté et vicomté de Paris. Et la même année, en 1778, bourreau de la cour du roi à Versailles, la prévôté de l'hôtel du roi, charge exercée jusque-là par son oncle Nicolas Charles Gabriel Sanson. Une tragédie endeuille les débuts du nouveau bourreau de Paris lors d'une décollation de routine. Son second fils, Gabriel, brandit la tête d'un faux monnayeur vers la foule, comme le veut l'usage, mais il trébuche, tombe de l'échafaud et se fend le crâne. Cet accident n'empêchera pas Charles-Henri de devenir l'un des bourreaux les plus prolifiques de l'histoire de France. Le bourreau, anticipant son surmenage, contribue au développement d'une machine sinistre, la guillotine. Conformément aux souhaits du docteur Joseph Guillotin, son inventeur, qui souhaite épargner aux condamnés une mort douloureuse, Charles-Henri Sanson avait lui-même raté en 1766 l'exécution de Lally Tollendal, assénant plusieurs coups d'épée maladroits sous les hurlements de la foule. La guillotine entre en fabrication, testée sur des moutons, puis des cadavres humains. Elle est perfectionnée sous la supervision du bourreau avant de passer le cap d'une première exécution publique en 1792. C'est une machine démocratique. Criminels, monarques, révolutionnaires passeront sous son couperet. Au total, l'exécuteur des hautes œuvres verra tomber 3000 têtes, dont celle de Louis XVI, de Robespierre, de Danton. Ce dernier lui adresse d'ailleurs une remarque pleine de sang-froid, quelques minutes avant son exécution. « Tu montreras ma tête au peuple, elle en vaut bien la peine !» Devant la mort, ironie du sort, certains savent garder la tête sur les épaules. Charles-Henri Sanson contribue malgré tout à rendre sa profession plus respectable, rompant avec l'isolement de ses aïeux. Il a élu domicile dans une grande bâtisse animée de domestiques, située rue de l'Enfer. Habillé en gentilhomme, il distribue le pain aux pauvres et contribue aux bonnes œuvres. Il est également plein d'humanité sur l'échafaud et ne donne pas comme certains de ses prédécesseurs dans la cruauté gratuite ou le spectacle morbide. Partisan discret de l'abolition de la peine de mort, il eut l'occasion de sauver quelques femmes auxquelles il avait conseillé de se déclarer enceintes. Il sera aussi intervenu en vain auprès de Fouquet-Tinville, l'ex-accusateur public du tribunal révolutionnaire, pour ajourner une charrette de condamnés qu'il pensait menacés par une inquiétante agitation populaire le 9 Thermidor. En 1795, fatigué des têtes qu'il décolle à tour de manivelle, Charles-Henri Sanson demande sa démission au tribunal révolutionnaire. Son premier fils, Henri, lui succède. Henri Sanson poursuivra l'œuvre de son père pendant 35 ans à un rythme toutefois moins effréné. La terreur et ses paniers pleins de têtes sont passés. Son fils Henri Clément sera le dernier représentant de la dynastie Sanson qui prend part à seulement 18 exécutions. L'une d'entre elles reste célèbre, celle de la Sénère, criminel de renom qui a acquis une certaine notoriété par ses sorties désopilantes, relayées par la presse de l'époque. J'arrive à la mort par une mauvaise route, j'y monte par un escalier, aurait-il déclaré au pied de l'échafaud. Ce n'est pas dans le cadre de sa profession qu'Henri Clément Sanson défraie la chronique. Parieur invétéré, grand habitué du jardin turc, il perd des sommes considérables. Le bourreau gage même la guillotine pour éponger une dette de jeu et sortir de prison en 1847. Soupçonné de pédérastie, pratique homosexuelle entre un homme et un jeune garçon, il est révoqué. Ainsi prend fin la longue lignée des bourreaux qui avait débuté avec Charles, son arrière-arrière-arrière-grand-père. Dans ses mémoires, en 1862, Henri Clément Sanson se souvient du premier geste qu'il accomplit après avoir reçu sa révocation. Alors, tirant le cordon d'une sonnette, je me fis apporter une cuvette et de l'eau, et là, seul devant Dieu, qui voit au fond des cœurs et dans les replis les plus cachés de la conscience, je lavai solennellement ces mains que le sang de mes semblables ne devait plus souiller. Aussitôt la lignée de bourreaux qui avait perduré pendant 159 ans s'arrête. Seules 2 filles survivent à Henri Clément Sanson. La cadette épouse un employé de bureau, l'aîné un chirurgien, fils de bourreau. Comme on l'a vu, la lignée des bourreaux de Sanson ont fait tourner et tomber bien des têtes. Le dernier des bourreaux de métier de la famille Sanson sort de l'histoire par la petite porte, sans éclat ni de tête coupée. Je
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.